Imaginons demain, quelles pistes pour les filières alimentaires? Et là, je vais donc vous présenter les intervenants. Monsieur Pierre Achard, directeur de Smart Agriculture France, ici même. Voilà. Fabien Abad, chef de service et chef de projet TSA chez Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Vous nous préciserez un petit peu ce qu'il en est tout à l'heure. Et puis Benoît Pisson, pardon, excusez-moi, donc entrepreneur et cofondateur de l'entreprise qui commence à connaître vraiment un grand succès au niveau national, Harry & Co. Voilà, vous vous présenterez évidemment aussi tout à l'heure. Et enfin, Antoine Jean, consultant, et qui également présentera son travail tout à l'heure. Et c'est lui qui va prendre la main. Absolument. Merci. Bonjour à tous. Alors, on va vous refaire le petit exercice pour ceux qui étaient là ce matin d'utiliser vos téléphones. Donc, vous pouvez taper sur votre navigateur préféré l'adresse qui s'affiche en bas à gauche de l'écran là-bas. Je peux vous la redonner. Voilà. Donc, live avec 2e.io/good. C'est juste pour faire un petit exercice pour réfléchir ensemble à la complexité de ce sujet des filières alimentaires. On va avoir 3 points de vue sur ce sujet. On va avoir donc Fabien sur l'agence de l'eau qui va prendre la casquette plutôt politique publique. On va avoir après Benoît sur tout ce qui est projet d'entreprise, donc un volet plutôt économique. Et puis Pierre pour le volet Suez, qui sera plus sur le volet technique, technologique. Donc 3 manières assez différentes d'aborder un sujet que vous allez voir est plutôt complexe. Et donc je voudrais vous emmener avec moi sur 4 petites questions quiz pour que vous preniez un petit peu conscience de ça avec moi. Donc je crois que vous avez tapé nom, prénom et puis vous arrivez très vite sur le questionnaire. On m'a précisé il y a un petit onglet à droite sur lequel il faut trouver voter en direct. C'est bien ça? Voilà, et c'est là où vous pouvez tomber sur la première question. Alors la première question, c'est un peu la plus complexe, vous allez voir, elles sont assez piégeuses. Normalement, on va les voir affichées quelque part. Alors voilà, normalement vous les avez sur vos téléphones. Je vous la lis, consommer plus de produits locaux, c'est forcément bon pour la planète. On en a beaucoup parlé. Consommer local, systématiquement, oui, évidemment, c'est bon pour la planète. Non, il y a un piège, ou ça dépend. Ça dépasse. Pour ceux qui connaissent. Alors, je ne sais pas si tout le monde a réussi à se connecter. Est-ce que ça fonctionne bien à la régie? Ouais, nickel. Donc, dès qu'il y a assez de réponses, on va regarder. Bon, je vous rassure tout de suite, vous n'êtes pas noté, il n'y a pas de bonne réponse. L'idée, c'est de réfléchir ensemble, réfléchir à tout ça. Et cette question, c'est pas la plus évidente. On y va? Allez, go. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, pas mal. Un tiers, quasiment en plus. Alors, il n'y a pas de bonne réponse, au fait. J'aurais plutôt tendance aujourd'hui à dire ça dépend. Au fait, moi, ce qui me gêne dans la réponse que je vous ai donnée, c'est le oui, évidemment. C'est pas systématiquement vrai que consommer local, ça va être bon pour la planète. Pourquoi? Alors, on a la réponse illustrée normalement sur un bout du diaporama. Je vous ai mis 2 graphiques. En fait, quand on pense local, souvent on pense transport. On se dit si je vais consommer local, je vais réduire l'impact de mon alimentation parce qu'on va avoir un plus petit transport. Sauf que les études, bon, les graphiques apparaissent pas, mais c'est pas grave, je les connais par cœur. Les études, elles nous disent que le transport, finalement, dans l'assiette alimentaire, c'est à peu près 4 à 7% de l'empreinte gaz à effet de serre. Qu'est-ce qui va le plus, voilà, c'est le graphique à gauche, qu'est-ce qui va le plus peser finalement dans votre assiette alimentaire? Ça a été dit ce matin, c'est plutôt la manière dont c'est produit. En fait, finalement, en France, on est très très autonome. On a largement ce qu'il faut dans l'alimentation pour remplir nos assiettes. Dans votre panier, vous avez quand même beaucoup de produits qui viennent de France ou qui viennent un peu plus loin, on a cité l'Espagne tout à l'heure, il y en a d'autres. Et finalement, du coup, l'empreinte gaz à effet de serre est assez faible dans le transport. C'est plus la manière dont c'est produit. Et effectivement, ça a été largement dit. Le bleu, c'est tout ce qui est fermentation entérique. On ne va pas rentrer dans le détail après le déjeuner, mais enfin, c'est tout ce qui est digestion des vaches dans le rumen, donc ce qu'elles mangent. Et le vert, il ne faut pas l'oublier, c'est tout ce qui est utilisation de l'azote minéral dans les grandes cultures. Et c'est aussi super important cet impact-là. Donc, on a beaucoup dit la viande c'est mieux, mais attention, la manière dont c'est produit les grandes cultures, ça peut aussi avoir un impact très fort sur le gaz à effet de serre. Du coup, il y a aussi un grand débat sur, on se dit, dans ces cas-là, vaut mieux manger bio.
Alors oui, il vaut mieux manger bio, hein. Globalement, c'est bon pour la planète. Sauf que d'ici 2050, 2060, on va être beaucoup plus nombreux. Et il y a des études de la FAO qui montrent, la FAO c'est quand même pas rien, que si tout le monde mangeait bio, vu que les rendements sont plus bas, il faudrait déforester. Aïe, ça c'est pas bon, il faut pas faire ça. Donc du coup, c'est un peu la quadrature du cercle. Et du coup, il y a une autre école qui dit non, il faut intensifier l'agriculture pour avoir moins de surface agricole et garder des surfaces pour faire des puits carbone. Et puis en plus, c'est compliqué parce que l'élevage, de quel élevage on parle? Monsieur Abad, lui, il est plutôt content de l'agence de l'eau d'avoir de l'élevage quand c'est de l'élevage sur des surfaces extensives en herbe. Parce que ça, pour le coup, c'est des puits carbone et ça filtre l'eau. Donc, il faut faire attention aux raccourcis. On peut avoir plusieurs manières de traiter. Globalement, j'aurais plutôt tendance à vous dire oui, consommez local, parce que ça vous fait réfléchir à votre consommation. Et ça vous aide à voir comment ça fonctionne, comment consommer de saison, etc. Mais ce n'est pas systématiquement bon pour la planète. Deuxième question, alors j'ai commencé à en parler. Vrai ou faux, consommer de la viande, c'est mauvais pour la planète? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ou est-ce que c'est une bonne question? Normalement, vous avez eu quand même pas mal d'éléments de réponse. Là, vous devriez aller beaucoup plus vite. Et moi aussi, pour les suivantes. Donc on en a déjà parlé. Puis en plus, pour ceux qui étaient là 2 conférences avant, vous avez eu les réponses. Donc vous ne pouvez pas tricher, vous avez déjà eu les chiffres. Consommer de la viande, c'est mauvais pour la planète. Vrai, faux? Bonne question. On y va? Go! Tac, c'est vrai. Eh bien oui, sauf que je viens de vous dire, ça dépend comment c'est produit. Globalement, c'est vrai. Quand on voit l'assiette alimentaire, ça a été dit, alors moi, j'ai pas tout à fait les mêmes chiffres. Un repas classique avec bœuf, c'est 6 kg équivalent CO2, un repas. Viande blanche poulet, c'est 1,3. Repas végétarien, c'est 0,5. Mais ça ne dit pas comment c'est produit, la viande de bœuf. Encore une fois, de la viande de bœuf qui est produite de manière très extensive dans un pré, c'est quand même vachement moins impactant, vachement c'est le cas de le dire pour le bœuf, excusez-moi les faciles, qu'un ruminant qui aurait été nourri avec du soja importé, où là l'impact sera effectivement beaucoup plus fort. Et encore une fois, l'élevage de manière extensive, ça a été dit tout à l'heure, la viande de qualité, ça peut avoir aussi du bon, parce que du coup, on défend les prairies permanentes, et ça, pour les bassins de captage, c'est plutôt positif. Et aujourd'hui, on a plutôt une tendance à avoir une diminution des prairies permanentes pour de la grande culture, et ça, c'est pas forcément bon. Donc c'est compliqué. Troisième question, il y en a 4, je vous rassure, on va aller assez vite. À votre avis, la grande distribution pèse pour combien dans nos achats alimentaires en France? On a eu beaucoup de choses par rapport au Covid. On a dit qu'on avait changé nos comportements d'achat. Donc le Covid a tout chamboulé, la proximité de retour. On est redescendu sous les 50%. Première question, enfin première réponse. On vous dit au contraire une transition plutôt douce, c'est long à changer tout ça, et on est entre 50 et 70. Ou au contraire, plus de 70% de nos achats sont réalisés en grande distribution aujourd'hui. Oui, merci. J'oblige quelqu'un à le faire à ma place. Je n'ai plus qu'une. C'est bon? Go. Alors, il y en a 53% qui pensent qu'on est à plus de 70% et vous vous êtes fait piéger par la question verte. Non, effectivement, on est encore à plus de 70% qui sont réalisés en grande distribution. Ça, c'est important pour les filières. Les filières, aujourd'hui, si elles veulent avoir un gros impact, pour information, les circuits courts, voilà, c'est 5 à 10% des parts de marché. Les paniers, les magasins de producteurs, les marchés de producteurs, etc. C'est ça l'impact. Par contre, quand je vais travailler en tant que filière avec la grande distribution, je vais toucher 70% de la salle. Alors ici, aujourd'hui, c'est peut-être pas tout à fait le cas, mais il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, on a 70% de la consommation qui est encore en grande distribution. Le petit graphique à droite, je passe très vite, c'est juste un peu rigolo. Quand on épluche un peu les chiffres, dans le Covid, oui, il y a eu un chamboulement. En fait, il y a eu une forte explosion du e-commerce et une petite diminution des hypermarchés. Sauf que le e-commerce, c'est quoi? C'est des drives, et les drives, ils sont possédés par les hypermarchés. Donc en fait, c'est pareil, c'est juste qu'il y a eu une petite redistribution des cartes en interne. Allez, dernière question. Quelle est-elle déjà?
Hop. Vrai ou faux, la part du budget des ménages consacré à l'alimentation se maintient, voire est en légère hausse depuis 1960. Je vous la refais. À votre avis, est-ce que le budget des ménages consacré à l'alimentation, il est plutôt en augmentation depuis les années 60 ou est-ce qu'il est plutôt en légère hausse? Si vous pensez qu'il est en légère hausse, voire en maintien, vous mettez vrai. Sinon, vous mettez faux. Et ça, c'est important parce que, comme on le disait aussi, les filières alimentaires, vaut mieux qu'elles soient impactantes si on veut vraiment avoir un impact sur le climat, l'eau. Merci, on peut mettre la réponse, ouais. Et puis, avec quoi elles travaillent? Et alors oui, c'est partagé, c'est faux. Le budget alimentaire, il faut que j'appuie sur ce bouton pour mettre la diapo. Tac. Il apparaît ici. Ça ne va pas tarder à apparaître là. Vous avez la courbe, il faut regarder la courbe qui baisse. C'est la courbe du budget de l'alimentation. Le poids de l'alimentation, il était de 29% en 1960. Le poids du budget alimentaire dans le budget global des ménages. Et maintenant, il est de 17%. Donc quand je suis un acteur économique, quand je suis une filière alimentaire, il faut que j'essaye de considérer ça aussi. Il faut que je travaille plutôt avec la grande distribution si je veux être impactant. Le local, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Il faut que je regarde ma production. Je vois que tout ce qui est bio, généralement c'est plutôt bien, mais si ça pouvait avoir des meilleurs rendements, ça serait mieux à long terme. Et puis je vous ai pas parlé du fait qu'on avait à peu près 45% de nos exploitants qui vont être en retraite d'ici 4-5 ans, et qu'il y en a les 2/3 qui n'ont pas de repreneur. C'est aussi gros sujet. Et puis j'avais une question que j'ai supprimée parce que j'avais pas le temps. La consommation de l'espace agricole, en 10 ans, on a consommé à peu près l'équivalent du département du Var en urbanisation. Donc ça aussi, c'est à considérer. Donc c'est tout ça qu'il faut regarder quand on veut être une filière plus durable. La durabilité, c'est ça. Donc bon courage messieurs, parce qu'il y a toutes ces choses-là à prendre en compte. Donc maintenant on va avoir trois points de vue, 3 manières de travailler ça. Vous l'avez compris, il n'y a pas de solution miracle. Il faut avoir en fait un panel de solutions. Et à chaque fois qu'on tire quelque chose, des fois on fait bouger une autre carte et c'est un peu un château de cartes tout ça. Et donc il n'y a pas de solution miracle, sinon on l'aurait trouvé. On n'aurait pas besoin de faire des conférences et des journées comme ça. Mais il y a plein de petites solutions qu'on essaie de combiner. Donc la première intervention, c'est Fabien de l'Agence de l'eau qui va nous expliquer comment une politique publique, et je te donne le bouton magique, hop, peut travailler sur ça. Allô? Oui, vous m'entendez? Pardon, bonjour à tous. Alors là, on va essayer de prendre un petit peu de hauteur. Là, on a assisté à des super conférences. Moi, je suis venu depuis ce matin et c'est génial, on apprend plein de choses. Et surtout, passer après Monsieur Tête-Doigt, ça va être compliqué pour faire sourire l'assistance. L'Agence de l'eau, je vais juste vous rappeler ce que c'est. Donc, c'est un établissement public qui avait été créé dans les années 60, suite après les 30 Glorieuses, où il a fallu produire beaucoup. Alors, produire, je dirais, c'était surtout l'industrie lourde pour redémarrer la France. Sauf qu'on a produit, mais on ne s'est pas soucié de l'environnement et des milieux aquatiques. Et le constat a été de se dire que dans ces années 60, c'était vraiment catastrophique. Donc, les agences de l'eau ont été créées pour essayer, dans un premier temps, d'accompagner les industriels à moins polluer. Après, on a accompagné les collectivités à moins polluer, puisque l'assainissement, c'était un tuyau qui se rejetait dans le milieu naturel. Il a fallu traiter. Maintenant, on est en train, tout doucement, d'accompagner d'autres types, je dirais, d'usagers pour préserver la qualité de l'eau dans sa globalité. Donc, c'est l'eau, je dirais, les petits cours d'eau, les fleuves, la mer Méditerranée, puisque je vais vous montrer notre périmètre, plus tout ce qui touche de près ou de loin de l'eau qu'on a besoin pour vivre, puisque c'est de l'eau du robinet, mais c'est aussi de l'eau qu'on a besoin pour produire pour l'agriculture, c'est de l'eau que les industriels ont aussi besoin, je dirais, pour fonctionner, ou tout un chacun dans les loisirs qu'on peut avoir. Donc c'est bien une mission qui est inscrite au niveau de la directive européenne, qui cadre en fait les États membres sur ce que doivent faire chaque État vis-à-vis de cette politique-là. Donc l'agence de l'eau RMC, Rhône-Méditerranée-Corse, en fait au niveau français il y a 6 agences de l'eau qui couvrent les grands bassins hydrographiques. Nous c'est le bassin de la Saône, du Rhône et de la Corse. Donc grosso modo RMC, on va des Vosges jusqu'à la Corse en passant par la Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, PACA et Occitanie, enfin l'ancienne Occitanie. 300 collaborateurs, donc il y a 10 ans on était 400, donc on suit aussi la compression des effectifs de l'État, donc c'est compliqué. On a un budget, donc là je ne vois pas trop, j'ai un chiffre, qui est de 440 millions d'euros de subventions. C'est-à-dire qu'on chaque année, on va donner aux collectivités industrielles, agriculteurs, régions, départements, usagers
par différentes associations 440 millions d'euros pour mettre en place des projets pour réduire leur pollution vis-à-vis des milieux aquatiques ou surtout diminuer leur consommation d'eau. En fait, on se rend compte que derrière nous, on avait des gros enjeux de pollution classiques qu'on est arrivé à maîtriser. Maintenant, on a des nouveaux enjeux devant nous, qui sont les substances médicamenteuses, qui sont les microplastiques, et surtout un gros enjeu qui est lié au changement climatique, c'est un problème d'équilibre de partage de l'eau. On a certains territoires que pendant la période estivale, il manque de l'eau pour l'usage complet. Donc c'est aussi un enjeu sur lequel on travaille, sur lequel on essaye de répartir avec tous ces usagers-là au mieux l'eau. Donc sur le bassin, quelques chiffres et après on va rentrer sur les exemples de politiques qu'on essaie d'accompagner et de mettre en œuvre pour préserver cela et notamment par l'intermédiaire des filières. On a 52 rivières qui sont classées en bon état. En Corse, 86, parce qu'effectivement, on se rend bien compte que l'île de Beauté, elle porte bien son nom et il y a beaucoup moins de pression anthropique, donc c'est-à-dire nous les hommes ou les industriels ou l'agriculture. Donc de fait, les milieux sont en bon état. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a eu des progrès spectaculaires sur l'assainissement des collectivités. Il faut dire qu'on a eu des grosses campagnes, on a financé plus de 20 milliards d'euros sur le bassin pour accompagner les collectivités. Et là, on considère que la pollution de nous tous, par l'intermédiaire de notre assainissement, c'est plus un problème pour le milieu. Les stations éliminent suffisamment, ou le peu qui reste, le milieu est capable de s'auto-épurer. Donc voilà, c'était un grand pari qui a été remporté, sauf qu'il y a d'autres enjeux qui arrivent derrière. En fait, c'est un exercice sans fin. Alors, la réflexion qu'on a été amené à avoir à l'Agence de l'eau, c'était de se dire, on a un certain nombre de ce que chez nous on appelle captage prioritaire, donc c'est 269 sur le territoire que je vous ai présenté, qui sont pollués par les pesticides. Donc sur ces captages-là, comment on va essayer, certes, de préserver la qualité d'eau brute, c'est-à-dire que le pesticide au robinet, on sait traiter, sauf que ce n'est pas une solution, parce que la pollution est toujours dans le milieu. Donc ça voudrait dire qu'ad vitam aeternam, on va avoir du traitement, et ce traitement coûte cher, et on n'aura pas réglé en amont. Donc la vraie réflexion qu'on essaye de porter depuis de nombreuses années, c'est de se dire, comment préserver ce qu'il y a dessous, c'est vraiment en essayant de modifier les pratiques qu'il y a dessus. Donc c'est pour ça qu'on a essayé d'investir les notions de filière. C'est sur ces 269 captages prioritaires qui ont des surfaces, je dirais, plus ou moins grandes. C'est regarder avec tous les usagers, donc y compris la profession agricole, les collectivités, les usagers, quelles sont les pratiques au quotidien qu'il faudrait évoluer pour justement diminuer cette pression due par les pesticides. Et donc on a créé un outil, ce que nous on a appelé filière à bas niveau d'entrant. Donc on va essayer d'accompagner les collectivités, les agriculteurs, les industriels agroalimentaires, parce qu'en fait, c'est bien un projet de territoire et c'est bien un projet multi-acteurs. Ce n'est pas juste l'agriculteur qui peut faire dans son coin si derrière, il n'a pas la capacité de vendre son produit, ou si l'agroalimentaire veut s'implanter, mais c'est une nouvelle niche et qu'il aura besoin de financement public pour essayer de mettre en place des dispositifs particuliers. Et nous tous, dans la façon d'aborder l'alimentation. Donc à partir de là, on a essayé de construire sur ces territoires-là des partenariats avec multi-acteurs pour, préserver l'environnement, notamment la qualité de l'eau. Donc pour créer des filières économiquement viables, ça c'est important, parce qu'on ne peut pas demander aux gens, notamment aux agriculteurs, de dégrader leur qualité de vie. Ils sont aussi là pour vivre et de vivre de leur production, de vivre de leur travail. Donc c'est leur trouver des relais, financiers dans leur production, pérenniser ce que je vous disais, la démarche, parce qu'il ne suffit pas qu'à un moment donné, on a réussi, la qualité de l'eau s'est améliorée, et puis dans 5 ans, on revient au point de départ. Et donc à partir de là, on a essayé sur l'ensemble du territoire, avec toutes les bonnes volontés, de mettre en place de ces filières. Et là, je vais vous présenter un retour d'exemple, qui est en Isère, pas très loin d'ici. Donc, on en a un petit peu dans chaque région. Vous pouvez les retrouver sur le site de l'Agence de l'eau. C'est public. Donc, sur la filière que je vais vous montrer, c'était une filière de blé panifiable bas entrant.
En fait, on a un industriel agroalimentaire qui est venu nous voir en disant moi, je serais intéressé effectivement par cette démarche-là, pour aller voir les agriculteurs qui sont sur ce périmètre. Donc là, on voit qu'il y a 12 captages prioritaires sur cette zone-là, pour, avec eux, essayer de construire de la filière à bas niveau d'entrant. Donc on change un petit peu les pratiques pour effectivement, parce que derrière, je sais que ce pain va trouver, parce que le blé c'est pour faire du pain, il a effectivement de la demande des boulangeries d'avoir cette farine à bas niveau d'entrant ou de la farine bio, parce qu'effectivement il y a de plus en plus de demandes, et donc il avait du mal aussi à trouver cette matière première. Donc voilà, à partir de là, on a essayé de travailler avec lui pour voir comment on pourrait l'accompagner. Alors dans cet exemple-là, on n'a pas accompagné d'usine de production ou de stockage spécifique pour ne pas mélanger les farines, parce qu'il était déjà bien équipé. On l'a aidé à faire de la sensibilisation, on a aidé à accompagner de l'animation. Et le principe, le deal qui avait été fait avec les agriculteurs, et c'est pour ça que nous, ça nous intéresse, c'est s'engager sur le prix d'achat du blé auprès de ces agriculteurs, sur un prix avant la saison, sur 2 ou 3 ans, parce que ça permet à l'agriculteur d'avoir une lisibilité de son chiffre d'affaires dans les années à venir, et notamment, même si les rendements baissent, le prix était assuré. Donc effectivement, c'est un risque industriel pour l'industriel, mais on était là aussi pour essayer d'accompagner ce risque. Donc, quelques chiffres, parce que je ne vais pas trop rentrer en détail. Très vite, donc, parce que je crois que l'heure tourne. Oui, mais tu as pris beaucoup de temps avant moi. C'est vrai. On a commencé en retard. Donc, grosso modo, on est sur 125 tonnes. On voit que la campagne fait des émules. On est parti de 5 agriculteurs, on est arrivé à 7 et elle continue. Alors, l'indice de fréquence de traitement, c'est ce qu'on appelle chez nous, c'est un peu barbare. C'est combien de fois l'agriculteur va passer pour traiter, donc apporter des pesticides sur ces substances. Elle a chuté grandement et c'est bien ce qu'on souhaite. C'est à terme ne plus avoir de traitement avec des cultures adaptées, voire du bio. Mais c'est vraiment, je dirais, on prend tout ce qui est bon à prendre. Donc là, on a baissé de 40% la première année du traitement. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on se rend compte que pour l'agriculteur, sa marge brute a augmenté. C'est-à-dire qu'il peut en vivre. Donc, il peut continuer dans cette démarche-là. Il peut faire des émules, parce que vis-à-vis de ses collègues, cette démarche-là, c'est pas la clé sous la porte, parce qu'au final, je ne m'en sors pas financièrement. Donc voilà l'intérêt, et c'est la dernière slide, donc ça va aller très vite. Cet agroalimentaire et ce territoire souhaitent aller plus loin, ils veulent porter une démarche, une sorte de label éco-responsable qui permet effectivement de tous les agriculteurs qui vont s'engager d'avoir un petit label. On a introduit d'autres paramètres, donc je ne vais pas y revenir, et notamment ce qu'on souhaite, c'est sur l'ensemble de l'ère de ce captage-là, avoir tous les agriculteurs qui sont passés sur ce type de label-là, puisque c'est essentiellement du blé, et ce qui a permis, entre autres, effectivement, la LPO a vu des nouveaux ou des oiseaux revenir sur ces champs-là, parce qu'effectivement, il y a moins de traitement, donc il y a plus de biodiversité, et donc s'il y a plus de biodiversité, il y a plus d'insectes, s'il y a plus d'insectes de petits rongeurs, s'il y a plus de petits rongeurs, il y a aussi des animaux rapaces ou autres qui viennent. Donc c'est vraiment un cercle vertueux sur lequel on essaie d'investir sur l'ensemble du bassin Rhône-Méditerranée-Corse. Ça prend du temps, c'est long, mais c'est des politiques publiques sur 5, 10 ou 15 ans, mais au moins, on espère que d'ici quelques années, on n'aura plus à revenir et la qualité de l'eau sera reconquise. Je crois que j'ai terminé. Merci beaucoup, Fabien, très complet. Et du coup, pour enchaîner sur un acteur économique que tu aurais pu accompagner, enfin que l'Agence de l'eau aurait pu accompagner, voire que ça ne va pas tarder, je crois, parce que vous êtes en lien, un exemple économique avec une entreprise qui est née à Lyon, qui s'appelle Harry & Co, qui va vous être présentée et qui combine pas mal de ces facteurs bas niveau d'impact. Bonjour à tous, merci Antoine pour l'introduction, ça a beaucoup m'aider dans ce que je vais raconter. Donc moi je suis cofondateur d'Harry & Co. Donc Harry & Co, c'est une jeune entreprise lyonnaise. On est sur le marché depuis 2016, donc c'est assez récent. Moi je suis ingénieur agro de formation, comme mon associé Emmanuel. Et donc chez Harry & Co, on a une mission, en fait, c'est d'aider les gens à manger plus végétal. Voilà, c'est pas tout dans évident de changer nos habitudes. Et donc pourquoi manger végétal? Je pense qu'on l'a beaucoup évoqué dans les précédentes conférences. C'est évidemment pour manger mieux, mais surtout, nous, ce qui nous apporte le plus, c'est manger plus durable. Je ne vais pas vous faire la synthèse du rapport du GIEC. On a beaucoup évoqué des choses juste avant. Aujourd'hui, c'est quand même une urgence de limiter notre empreinte carbone. Et on sait que nous, on veut montrer que l'alimentation, en fait, c'est le premier geste que chacun peut faire individuellement, sans nécessité d'investissement, en fait.
Donc c'est accessible à tous et on peut le faire du jour au lendemain. Donc nous, on veut accompagner les gens dans ce sens. Donc pour ça, nous, on a une solution, c'est mettre en avant les légumineuses. Vous savez, c'est toutes ces plantes-là qui ont énormément d'intérêt. C'est tout ce qui est lentilles, pois chiches, haricots, etc. Donc en fait, ces plantes ont d'énormes intérêts, beaucoup de bénéfices nutritionnels. Elles ont les bonnes protéines, les bons acides aminés pour remplacer la viande. Et aussi énormément d'avantages à la fois environnementaux, mais aussi agronomiques. Tout à l'heure, on voyait bien je crois que c'était la deuxième question, ou la première, l'impact de tout l'engrais azoté qu'il y a dans l'agriculture. Il se trouve que les légumineuses sont complètement autonomes en azote. Donc au-delà du comment on produit les légumineuses, il n'y a pas de question à se poser. On enlève cette partie-là d'émissions de gaz à effet de serre, donc c'est assez intéressant. Et donc nous, notre boulot, ça va être de les cuisiner pour en faire des produits comme des galettes, des boulettes, ce que vous pouvez voir juste là, sur le diapo. Voilà, en essayant d'être le plus engagé possible, parce que voilà, nous on essaye d'incarner un changement. Donc manger végétal c'est bien, mais il y a aussi la manière de le faire. Donc évidemment, nous, on va essayer de faire. On fait d'ailleurs que du bio, que du bio. Donc on a vu que le bio c'était bien, mais ça répondait pas à toutes les problématiques. Juste peut-être une petite parenthèse sur voilà, si on mange que bio, ça va être compliqué en termes de disponibilité de surface. Moi, j'ai vu des études aussi où on dit que on peut manger que bio si on réduit fortement la viande, parce que 70% des terres agricoles sont utilisées par l'élevage. Donc il y a aussi une restructuration globale qui permettrait d'arriver à ces objectifs, parce qu'on sait que moins de pesticides dans les sols ou dans l'assiette, c'est quand même mieux à la fois pour l'eau, mais aussi pour notre santé. Donc c'est bien de l'avoir en tête. Et puis dans nos produits, on va essayer d'être le plus exigeant possible, parce que c'est quelque chose qu'on mange, donc être irréprochable sur la liste d'ingrédients. Aujourd'hui, on fait partie des rares acteurs de notre rayon qui n'utilisent aucun additif, des ingrédients clairs. Et ça, c'est hyper important pour nous. Et en deux mots, du coup, vous étiez distribué, je crois, dans la restauration sur Lyon, et puis après, maintenant aussi dans la grande distribution. C'est ça, voilà. Nous, on avait commencé donc, en 2016 sur un marché qui, pour nous, était un peu une manière de faire notre preuve, qui est la restauration collective. Comme le parallèle tout à l'heure que tu as fait sur la grande distribution, c'est-à-dire, il ne faut pas oublier que 70% de la distribution se fait en grande distribution, donc on va avoir de l'impact. Donc on a commencé à toucher la restauration collective parce que ça touche énormément de gens, tout ce qui est scolaire, universitaire, entreprise. Aujourd'hui, on est devenu un acteur assez connu dans ce milieu B2B. Et depuis 1 an et demi, on est assez présent. On a fait une super entrée en grande distribution. Là, d'ici la fin de l'année, on sera dans plus de 3000 points de vente. Et on s'attache à être sur ces canaux mainstream pour pouvoir changer un peu les choses. Donc on peut vous trouver sur Lyon et aux environs. Tout à fait. Aujourd'hui, on est distribué en national, à la fois sur ces 2 canaux. Et donc, on va nous trouver à la fois chez Casino, Carrefour... Voilà, un peu tout le monde, Auchan, etc. Ok, Auchan, voilà. C'est bon, ça fait 3. Merci beaucoup, Benoît. Très, très efficace. Vous pourrez le revoir. Il est facilement identifiable si vous voulez lui poser des questions. Je me souviens qu'on avait échangé par téléphone. Moi, j'adore cette initiative parce qu'elle combine, je vous parlais de la quadrature du cercle et tu l'as très bien résumé, ça combine vraiment tout ce qu'on essaie de trouver pour développer des filières plus durables, mais qu'il y avait parfois un souci aussi sur l'accompagnement des producteurs sur les itinéraires techniques, que ce n'était pas toujours évident. Ouais. Oui, exactement. Il y a quelque chose que je n'ai pas précisé, c'est que nous, si on est assez engagé sur l'approvisionnement, on se fournit uniquement en légumineuses d'origine France, on fait beaucoup de partenariats avec les filières françaises, et on est aussi à l'initiative de créer notre propre filière en Auvergne-Rhône-Alpes pour la première année là, en 2021. Et il se trouve que beaucoup d'agriculteurs bio sont intéressés à passer sur les légumineuses pour tous les intérêts agronomiques dont j'ai parlé et aussi pour diversifier leurs revenus. Mais il se trouve que c'est des cultures qui ne sont pas forcément habituées à cultiver, à part certains pour le soja, qui est aussi d'ailleurs une légumineuse, mais c'est un cas un peu à part. Et donc nous, à travers cette filière, on a dû accompagner ces agriculteurs, au moins sur les premières années. Donc il y a aussi beaucoup de choses à mettre en place. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que l'Agence de l'eau subventionne beaucoup ces démarches-là sur des cultures bas intrants, les légumineuses en sont. Et donc, il y a beaucoup de travail à faire, mais il y a aussi beaucoup de solutions et c'est quelque chose qu'on s'accorde à faire. Excellent, merci beaucoup. Et du coup, ça nous fait une bonne transition, 10 minutes. Parfait. Pour toi, Pierre, alors tu n'accompagnes pas en tant que Suez les producteurs, mais il y a quand même une entrée technique, technologique sur la data que Suez peut proposer pour les territoires, pour les producteurs. Oui, merci Antoine. Suez, on a 150 ans, mais ça fait à peine quelques années qu'on s'intéresse au monde de l'agriculture. Et cette question-là, imaginez demain quelle piste pour les filières alimentaires. Eh ben, on a quelques points de vue à porter qui sont aussi complexes que ce que tu racontais. Mais pour nous, le défi majeur qui s'impose aux filières alimentaires, c'est nourrir le monde
tout en préservant l'environnement. Et ça, les pistes, pour nous, elles sont essentiellement d'un premier ordre, qui est évidemment l'ordre environnemental. Nourrir 2 milliards d'individus dans un contexte de changement climatique, qui veut dire baisse des rendements, qui veut dire plus de risques climatiques sur les productions, c'est un vrai sujet. Pour mon côté, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'amont agricole. Certes, alors on n'a peut-être pas tout à fait les mêmes statistiques, mais chez nous, on dit 1/4 de l'empreinte environnementale des ménages, ça vient des filières alimentaires. Et dans les filières alimentaires, l'amont agricole a un rôle prépondérant. C'est lui qui produit absolument toutes les matières premières, un gros impact environnemental, comme le disait Benoît. La chance qu'on a, c'est que la plupart des solutions pour la lutte contre le changement climatique, elles se trouvent aussi dans ce secteur agricole. Demain, c'est là où on pense à séquestrer le carbone. Et la troisième piste pour imaginer demain, en fait, c'est déjà demain, c'est le numérique. Quand on monte aujourd'hui dans l'habitacle d'une moissonneuse-batteuse ou d'un tracteur, on se croit dans le cockpit d'un avion de chasse. Il y a des boutons partout, des joysticks, des écrans. Et le numérique a fait une éruption énorme dans le monde agricole. Les données agricoles qui s'échangent entre les 450 000 exploitations agricoles d'aujourd'hui et leurs 85 000 prestataires en France, c'est des sujets énormes. Et donc c'est là où Suez, on va essayer d'apporter nos solutions en matière d'eau, en matière de sol, en matière d'air et au travers de cette rupture absolue qu'est le numérique. Si je devais citer juste 3 grands exemples, le premier, alors on peut parler du Suez historique autour de l'eau. L'irrigation, c'est un vrai sujet pour produire plus et mieux dans cette augmentation de la population, c'est de développer des outils d'aide à la décision en matière d'irrigation pour les cultures irriguées. Irriguer bien, ça peut augmenter les rendements de 60%. Irriguer trop, on fait baisser les rendements. Et là encore, la donnée devient colossale. Il faut traiter les données de capteurs d'humidité dans le sol, des prévisions météo, des images satellitaires pour savoir à quel moment il faut apporter quelle dose d'eau. Et c'est tout un premier champ d'histoire. Le deuxième champ d'histoire, on en parlait tout à l'heure, les bas niveaux d'intrants ou remplacer et substituer les intrants d'origine fossile ou chimique par des intrants d'origine biologique, des origines biosourcées. Suez travaille à ça et le numérique est très utile à tout ça. Un des exemples que je voulais citer, c'est Organix. Organix, c'est une place de marché numérique pour rapprocher les producteurs de déchets organiques des méthaniseurs qui utilisent ça pour fabriquer du biogaz qui se substitue au gaz fossile. Organique, c'est une espèce de Le Bon Coin qui permet de vendre au mieux ces déchets organiques et pour les méthaniseurs de trouver la bonne source qui correspond le mieux à ce dont ils ont besoin pour produire ce méthane. Depuis 2017, c'est 100 000 tonnes de déchets organiques qui ont trouvé leur place dans 250 méthaniseurs en France. Troisième sujet, on en parle, je pense que ce que disait Benoît sur le pouvoir qu'a le consommateur sur toute la chaîne de production est important. Et pour lui donner ce pouvoir, il y a le sujet de la traçabilité qui devient hyper importante pour prouver que les pratiques agricoles sont vertueuses. Et là, Suez, l'an dernier, a mis en place et mis sur le marché son premier outil blockchain pour assurer la traçabilité des intrants bio. J'entends par là des composts, les bouts de stations d'épuration, les digestats de méthaniseurs qui peuvent à leur tour alimenter et enrichir les sols en substitution des fertilisants fossiles. Donc ça, c'est toute une gamme de solutions numériques que Suez peut apporter aux différents acteurs, quel que soit leur type de culture, pour produire mieux et produire plus. Le deuxième exemple que je voulais citer, là, c'est une autre chose, c'est dire, certes, les agriculteurs, ils doivent produire plus, produire mieux, mais les agriculteurs, ils peuvent aussi sauver la planète. Et c'est ce qu'on appelle les services environnementaux que rendent les agriculteurs. En stockant, en séquestrant du carbone, ils peuvent compenser une partie des émissions de CO2 des restes des activités. En plantant des haies, ils peuvent favoriser la biodiversité. En faisant des cultures sous couvert, ils peuvent éviter que l'eau ne ruisselle et n'inonde les villes un peu plus bas. Et tous ces services qui rendent à l'humanité, ils méritent des paiements pour ces services. Et la puissance publique, l'Europe et même les entreprises privées commencent maintenant à rémunérer
facturer ces services par ce qu'on appelle les paiements de services environnementaux. C'est des mécanismes, des initiatives qui commencent à émerger. Et là, en avril dernier, Suez, enfin pour nous, c'est un partenariat majeur qu'on a signé au mois d'avril avec 2 partenaires. Le premier, c'est AgDataHub. Vous ne connaissez pas le nom, mais AgDataHub, ses actionnaires, c'est les 30 acteurs du monde agricole français. C'est les chambres d'agriculture, c'est les instituts techniques agricoles français, c'est Sophie Protel. Enfin bref, des gens qui connaissent le milieu agricole. Et la deuxième chose, c'est que c'est leur spécialité, c'est la donnée agricole, le consentement de la donnée agricole et la transmission de la donnée agricole. Et le deuxième acteur avec lequel on s'est associé, c'est Orange. Orange, pour toute son infrastructure réseau, voire de réseau à bas niveau, les réseaux LoRa, qui permettent de transmettre les données quand on est dans les champs où il n'y a pas forcément l'antenne 5G. Enfin bref, tous les trois, notre objectif, c'est de mettre nos compétences, nos technologies pour accélérer l'émergence de ces paiements pour services environnementaux, pour inciter ces pratiques agricoles vertueuses qui peuvent contribuer à sauver l'humanité, mais aussi augmenter les revenus des agriculteurs. On peut parler de 10-20% de revenus additionnels qui pourraient arriver chez les agriculteurs. Et ça, c'est une vraie rupture dans nos métiers. Ce sont ces outils, ces places de marché pour les paiements pour services environnementaux. Dernier exemple que je voulais citer, et on en parle pas mal à Good là, depuis ce matin. Alors c'est boucle locale, boucle courte, mais en tout cas c'est la vision territoriale. Il va se mettre en place évidemment des politiques publiques pour cette transition agroécologique. Et c'est tellement complexe que ça va avoir besoin d'outils de pilotage assez solides pour piloter sur un territoire avec tous ces acteurs, tous différents, et comme le résumait bien Antoine, des réponses qui ne sont pas évidentes, par des hyperviseurs territoriaux qui peuvent aider à piloter ces politiques publiques, à mesurer leurs impacts. Chez Suez, on connaît. On a déjà développé en France 14 superviseurs territoriaux pour nos services environnementaux que sont l'eau et les déchets. Suez a déjà commencé à transposer ces technologies aux Smart City. Et notre conviction avec mes partenaires AgDataHub, c'est que demain, on va passer de la Smart City au Smart Village et qu'il va falloir piloter tout ça par des hyperviseurs de territoires intelligents qui sauront relier les Smart Villages et les Smart Cities. Donc vous l'avez très bien compris, ma conviction absolue, c'est que la clé de la réussite de la transition agroécologique, elle est dans les champs. Et on va pouvoir la tourner à temps grâce au numérique. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Pierre. Et puis, vous pouvez applaudir. Absolument. Et je voudrais juste conclure. On aura beau développer toutes les politiques publiques imaginables, on aura beau avoir des super idées de business qui rentrent en lien avec ce qu'on veut pour qu'on pense qui est bon pour la planète, le bio, de la protéine végétale, on aura beau avoir toutes les solutions technologiques, à un moment, si les consommateurs n'achètent pas, ça ne changera rien. Et nous, on le voit à Ceresco, parce qu'on essaie d'accompagner le développement de ces filières-là. Et il y a un moment, le producteur, il veut savoir s'il va vendre quelque chose. Et ça a été très bien dit plusieurs fois. Si on ne lui promet pas qu'on va lui acheter, et qu'on va lui acheter au moins au même prix que ce qu'il produit, demain, si je vous demande de diviser votre salaire ou votre retraite, je vois quelques cheveux blancs, par 2 en vous disant c'est bon pour la planète, est-ce que vous allez accepter ? Probablement pas. Et vous aurez raison. Et donc, vraiment, le pouvoir des consommateurs, il ne faut vraiment pas le négliger. La manière dont on consomme permet d'enclencher toute cette chaîne qu'on a pu vous décrire avec toute sa complexité. Merci. Faut-il encore que le consommateur soit bien informé. Voilà, d'où l'intérêt des journées comme ça. Voilà. On a le temps de prendre deux questions. Au moins une. On a assommé la tout le première, monde. c'est toujours la plus difficile. Enfin, pour reparler de PSE, donc l'agence de l'eau, les agences de l'eau accompagnées, ils ont mis 150 millions d'euros sur la table en 2021. Hein. Donc effectivement, on investit un peu tous les champs. On se diversifie beaucoup aussi. Alors, c'est la force publique, donc on a de la chance. En fait, je ne vous ai pas expliqué comment l'agence de l'eau récupérait son argent. En fait, c'est vous tous, sur votre facture d'eau, tout en bas, c'est écrit redevance pollution pour l'agence de l'eau. En fait, nous tous concourons effectivement à ces politiques publiques pour reconquérir la qualité des milieux aquatiques.
Voilà, c'est un impôt déguisé. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Donc, On a une question. Bonjour, j'aurais voulu savoir ce que la métropole de Lyon mettait en place pour accompagner les créateurs d'entreprises, comme moi par exemple, qui souhaitent développer tout ce qui est durable dans leur entreprise. Alors, la métropole n'est pas là, mais mon voisin de ouais. droite avait été hébergé sur la métropole en tant que start-up, mais par l'ISARA. C'est ça. Alors moi, ça fait un bout de temps, donc il y a certainement beaucoup de choses qui existent maintenant qui n'existaient pas à l'époque. Ça, je tiens à le dire. Moi, mon parcours, c'est que moi, j'ai entrepris après être diplômé, donc de l'ISARA Lyon, ingénieur agro. Ils ont un stand en bas d'ailleurs. Et si vous voulez, ils ont un incubateur d'entreprise. Ils m'ont ouvert leurs portes. Et donc là, je suis rentré. J'ai été hébergé un an et demi, quelque chose comme ça, avec mon associé. Donc je suis rentré dans une dynamique, dans un cocon qui à la fois m'a permis de développer ma boîte, mais aussi de m'ouvrir sur le réseau de la métropole, enfin qui soit de la commune, mais aussi d'un point de vue national, en tout cas me mettre en relation avec les bonnes personnes pour aider, pour aller chercher des aides, pour aller chercher des formations, pour aller chercher des prospects, pour tester des choses, etc. Donc je ne saurais pas te répondre précisément, parce que ça fait un bout de temps, mais en tout cas il faut se mettre dans ces dynamiques. Aujourd'hui, sur la thématique food, il y a une dynamique assez forte depuis quelques années sur la Food Tech Lyon, avec pas mal de choses qui sont mises en place, avec des incubateurs qui travaillent ensemble, avec des événements, avec des mises en relation. Donc il y a beaucoup de choses, il faut se mettre dedans. Je ne saurais pas te dire ce qui se passe précisément. Tu n'es plus start-up, ça y est, félicitations. Merci. On est bon ? Allez, c'est bon, on va dire que c'est le mot de la fin. Merci à tous de votre participation, merci aux intervenants, qui étaient vraiment très, très pointus mais très intéressants.